Dans la fabrique d'une nation, si on revient un peu sur l'histoire de Djibouti, Djibouti acquiert son indépendance en 77. Donc dès 77 jusqu'aux années 90, il fallait consolider la cohésion du pays. Et donc les principales préoccupations étaient de renforcer la cohésion et de faire en sorte qu'il y ait une stabilité dans le pays, d'autant plus que nous sommes dans une région qui est instable. Et donc les premières actions du gouvernement successif a été de renforcer la cohésion nationale pour permettre à ces pays de se développer. Avant 1999, il y a eu un conflit armé qui a été déclenché au nord du pays en novembre 1991. Donc on a eu un déficit budgétaire chronique qui a largement affecté le pays, un déficit sans précédent. Et ces difficultés économiques ont entraîné donc l'accumulation des arriérés. Donc l'État a accumulé 7 mois d'arriérés de salaires non payés, également le non-paiement de cotisations sociales et également le non-paiement de fournisseurs privés. Donc en gros, l'État a accumulé près de 29 milliards d'arriérés auprès de la population djiboutienne, des fournisseurs et des caisses sociaux. Djibouti est un pays ouvert sur le reste du monde, un pays qui n'a pas de production pétrolière, donc un pays qui importe tout ce qu'il consomme, aussi bien les biens d'équipement et les biens de consommation. Et donc, lors de cette crise, également, la balance extérieure s'est fortement dégradée. Le déficit a avoisiné plus de 25% du PIB du pays. Et la croissance également est rentrée dans une récession et le pays a connu donc une croissance négative de moins 7% du PIB, chose qu'on n'a jamais connue. Donc avec les institutions financières de Bretton Woods, on a signé ce qu'on appelle une FASER, Facilité d'ajustement structurel, et en contrepartie, ils ont insufflé des crédits et ils ont également demandé qu'on suive des réformes institutionnelles et structurelles de notre économie. Donc ces réformes, en gros, c'était il faut diminuer largement vos dépenses pour équilibrer les comptes publics. Donc l'État avait des choix, soit de licencier du personnel pour réduire la masse salariale, ce qui n'était pas faisable parce que nous sommes un petit pays et que le principal, plus de 80% des travailleurs ils travaillent auprès de l'État. Donc l'État a choisi de diminuer ce qu'on appelle les salaires indiciaires. Donc, par exemple, quelqu'un qui touchait 120 à 150 000 francs Djibouti se retrouvait autour de 80 000 francs. Donc, un effort consenti par la population. Ce qui va donc lourdement affecter le pouvoir d'achat de la population et donc des mesures qu'on devait appliquer pour bénéficier de l'aide extérieure. Et au bout de 3 ans, l'économie a commencé à se redresser et au début 1999, on a connu une légère croissance de 0,1% du PIB. Et cette période coïncide effectivement avec l'arrivée au pouvoir du président M. Ismaël Omar Guelleh en 1999. Et depuis 1999, des réformes très importantes ont été mises en place pour effectivement capitaliser ces nouveaux environnements, faire en sorte que Djibouti soit le débouché naturel de l'Éthiopie. Donc c'était une opportunité à en tirer un bénéfice. Et donc pour en tirer un bénéfice, il fallait moderniser les entreprises, le secteur des entreprises publiques, il fallait moderniser l'administration. Donc des chantiers énormes se sont ouverts afin de mettre ces pays sur le chemin du développement. Et nous sommes dans cette trajectoire de modernisation pour permettre à ces pays de profiter de cette opportunité.
En avril 1999, avec l'arrivée du président Ismaël Omar Guelleh au pouvoir, qu'il hérite d'une situation qui n'est pas aisée, donc le pays qui connaît des difficultés économiques sans précédent, un budget qui est déséquilibré, le pays qui est sous ajustement structurel, et donc des mesures très dures qui impactent directement la population, avec la baisse du niveau des salaires, et l'économie donc qui ne tourne pas, les fournisseurs qui ne sont pas payés, qui ne font pas confiance au bon de commande de l'État. Donc toute l'économie s'arrête et la machine est grippée. Donc il faut relancer la machine. Alors il y a eu des tables rondes qu'on a organisées à Genève, d'autres aux États-Unis, à Djibouti, donc pour faire appel aux bailleurs de fonds traditionnels, mais également aux pays amis pour qu'ils nous aident. Il y a un écosystème à mettre en place. Et cet écosystème, comme je l'ai dit, donc c'est à travers la réforme de l'éducation, la réforme de la santé, la réforme des entreprises publiques, pour permettre à ce que cet écosystème puisse effectivement prendre en charge cette impulsion économique. Les établissements publics ont un impact sur l'activité économique à travers le coût des facteurs de production. Et donc, il fallait réformer ces entreprises pour qu'elles soient à la hauteur des défis économiques. Parce que le développement économique implique à ce que les finances publiques soient maîtrisées. Et la maîtrise des finances publiques passe effectivement par la maîtrise du budget de l'État. Et donc permettre à ce que les budgets de l'État soient en phase avec le développement en ne permettant pas à ce que l'endettement soit excessif est effectivement l'une des principales réformes que Djibouti a engagées. Et récemment, donc en 2012-2013, Djibouti a réalisé son PEFA, qui est le système d'information des finances publiques pour permettre à l'État d'améliorer sa gestion de finances publiques de manière à contrôler son budget. La maîtrise du budget permet à une meilleure impulsion de l'activité économique et toutes ces mesures, toutes ces petites contributions au développement économique permettent à l'économie de pouvoir se stabiliser et à permettre à ce que l'économie puisse croître de manière régulière. Au niveau des finances publiques, le président de la République a créé un gros ministère qui s'appelle à l'époque ministère de l'économie, des finances, de la planification, chargé de la privatisation. Donc c'est un gros ministère qui doit mener les réformes. Et ces ministères étaient amenés à suivre les performances des établissements publics et également auprès des bailleurs de fonds à collecter tout ce qui est crédit d'aide publique. Donc l'aide publique au développement a largement augmenté. On a eu des projets d'infrastructures dans les régions, que ce soit de construction des puits, que ce soit les hôpitaux, que ce soit la construction de nouvelles écoles. Donc beaucoup d'actions sociales ont été entreprises à cette époque. Toutes ces réformes donc, ont permis de redresser la machine. Alors l'État s'est désengagé progressivement du secteur qu'il occupait. Donc il a commencé à privatiser pour réduire ses dépenses des établissements qui étaient sous sa tutelle. Et en privatisant, en laissant le secteur privé. Donc l'État y a un souffle. Également, on a restructuré les établissements publics de l'État avec donc une diminution de leur niveau les trains de vie de ces entreprises. Et petit à petit, on a commencé à payer les arriérés des salaires, et également à payer les fournisseurs et à rétablir légèrement l'économie, parallèlement aux réformes économiques. L'économie de Djibouti a une particularité. On utilise ce qu'on appelle un système monétaire de caisse d'émission. On a une monnaie fixe par rapport au dollar et ces taux d'échange ne bougent pas. Donc pour que cette caisse d'émission marche, il faut qu'on ait assez de réserves convertibles par rapport au dollar. C'est-à-dire, dès qu'on injecte un franc djiboutien dans le marché, il faut qu'on dépose la contrepartie ce qu'on appelle en DTS, droit de tirage spéciaux. C'est un panier de biens, que ce soit en euros, en or ou en dollars, auprès d'une banque qui est aux États-Unis. Ces systèmes de caisse d'émission empêchent l'État de faire ce qu'on appelle de la planche à billets. C'est-à-dire l'État, s'il a besoin de l'argent, il ne peut pas imprimer. Il faut que l'économie reflète cet échange. Donc le seul instrument qui est auprès de l'État pour mener une politique économique, c'est l'instrument budgétaire. Cette croissance économique, elle ne pouvait subvenir qu'à partir du moment où les administrations se mettaient en phase. Et c'est quelque chose qui a permis à ce que les investisseurs fassent confiance au pays. C'est une première étape. La stabilité, la confiance dans la gouvernance du pays, ce sont des facteurs qui sont importants pour que les investisseurs arrivent. Et on voit effectivement que les administrations se sont mises en phase avec ces développements parce que depuis 2019, nous avons un document stratégique de développement
la vision Djibouti 2035, qui est un document national que toutes les administrations partagent et que chaque administration a sa stratégie. Et donc, la combinaison de ces différentes stratégies de chaque secteur permet au pays de pouvoir amorcer un développement. Et donc, sans cette participation collective des différents secteurs départementaux, donc c'est cette contribution de chaque secteur ou chaque département ministériel qui a permis ce développement. Il y a un leadership du président de la République, un leadership au niveau local, mais national, mais il y a également un leadership au niveau de la région et au niveau du continent africain. Et donc le leadership est non seulement important dans la stabilité d'un pays, dans le développement d'un pays, son ancrage dans la région, mais également sa participation aux affaires du monde. Durant cette dernière décennie, la croissance était à peu près à 6%. Et donc, c'était surtout des investissements au niveau des infrastructures. Et ce sont ces activités derrière qu'il faut optimiser avec une plus forte participation du secteur privé, de manière à optimiser tous ces investissements qui sont faits, de manière à ce qu'il y ait plus de création d'emplois. Et donc, il faut une meilleure organisation du secteur privé. Il faut un accompagnement du secteur bancaire. Donc, il y a tout un écosystème à mettre en place en libéralisant l'activité économique. Djibouti est une économie libérale. Donc, en libéralisant l'activité économique, en renforçant le secteur privé, en coordonnant avec le public, de permettre à ce que le développement soit non seulement pérenne, mais qu'il profite à la population. Donc, il faut permettre un ruissellement du développement pour que l'ensemble de la population soit touchée. Les régions sont encore pas énormément impactées par cette croissance, mais cette plus grande intégration des régions dans le développement va permettre à ce que les régions tirent un meilleur avantage de ce développement qui est beaucoup plus centré sur la capitale. Alors, le président Ismaël Omar Guelleh, donc, depuis son arrivée au pouvoir en 1999, a entrepris beaucoup de réformes audacieuses. Il a rencontré également beaucoup de défis par rapport aux pays voisins qui avaient beaucoup de difficultés sécuritaires. Et ce n'était pas facile, donc, le cadre dans lequel il a été élu. Alors, le président Ismaël Omar Guelleh a pris tous ces défis et a conduit des réformes courageuses, a redressé l'économie du pays et à stabiliser la paix intérieure avec la signature des accords de paix avec les partis qui étaient en conflit à l'époque. Également, il s'est projeté sur l'avenir en investissant beaucoup sur le secteur de l'éducation nationale, notamment sur la recherche et l'enseignement supérieur. Mais également, il a tissé des liens très forts avec les pays voisins, parce que Djibouti fait partie de ce qu'on appelle une organisation régionale qui s'appelle l'IGAD, qui est donc une autorité intergouvernementale qui regroupe 7 pays de la région. Et aujourd'hui, Djibouti occupe donc la présidence de cette autorité de l'IGAD. Le président Ismaël Omar Guelleh est actuellement le président de l'IGAD. Et à ce titre, il est très sollicité, il participe aux réunions internationales pour donner donc l'avis de la Corne de l'Afrique. Donc il est en quelque sorte l'ambassadeur de cette région. Et à ce niveau, il est très respecté et très sollicité par les puissances étrangères pour la gestion des crises qui concernent pas seulement la Corne de l'Afrique, mais également toute la région, tous les continents africains. Et donc, si je peux résumer, un président visionnaire, un président également qui s'adapte au changement et qui est à l'écoute de sa population, un président qui accepte les critiques, qui fait avancer les choses, et surtout un président très croyant, qui reste fortement donc attaché à la religion. Et si je peux qualifier le président, un président donc très croyant, qui croit à ce pays, qui croit à sa population, surtout qui fait confiance. Donc c'est un président qui parie sur l'avenir, qui est très ambitieux et surtout qui est très attaché au développement de ces pays. Djibouti ambitionne de renforcer son positionnement d'industrie de transformation. Djibouti de demain est un Djibouti où la croissance est présente,
et que cette croissance profite énormément à la population en termes d'emploi, en termes d'éducation, en termes de santé, de bien-être. C'est tous ces éléments qui permettent la fabrique d'une nation.